Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Gontier du Pôle Avenia. Je vous dirai quelques mots après en fin de présentation sur le pôle, sur qui nous sommes. Pour commencer, je vais vous présenter l'initiative que nous avons lancée en fin 2021, en décembre, Earth2, qui est une initiative européenne pour l'hydrogène du sous-sol. Alors, une première slide avec quelques généralités que vous connaissez certainement. Pourquoi Earth2 ? Aujourd'hui, vous avez 95% de l'hydrogène qui est produit par vaporeformage. C'est moins de 5% d'hydrogène renouvelable. Il y a un besoin imminent de décarboner l'ensemble du secteur de l'hydrogène et industriel. Et dans le même temps, c'est une nécessité de stocker des quantités importantes d'énergie produites par les énergies intermittentes, que sont notamment le solaire ou l'éolien. Et pour adresser tous ces sujets-là, vous avez des différentes stratégies qui ont été mises en place au niveau national ou européen, des stratégies low carbone, qui évoquent principalement les sujets d'électrolyse et de mobilité, mais qui évoque finalement assez peu tous les aspects de stockage géologique et d'hydrogène naturel. Tous les aspects sous-sol sont quelque part assez inaudibles dans cet écosystème de l'hydrogène. Et ça a été notre volonté de nous fédérer autour d'une bannière commune, l'ensemble des acteurs du sous-sol, pour porter nos messages. Alors les deux thématiques que l'on porte aujourd'hui via Earth2, c'est, comme je vous le disais, donc l'hydrogène naturel. C'est un hydrogène qui est produit, comme son nom l'indique, naturellement par la Terre. J'ai une slide en suivant sur laquelle je reviendrai. Et puis le stockage d'hydrogène, le stockage géologique d'hydrogène. Alors, bon, je vais passer quelques minutes sur cette slide pour vous présenter ce sujet-là qui est peut-être une nouveauté pour plusieurs d'entre vous. L'hydrogène naturel, aujourd'hui, vous le retrouvez un petit peu partout dans le monde. Vous avez cette carte en bas à gauche qui vous présente qui date un peu d'ailleurs les sites sur lesquels des mesures, des indices d'hydrogène ont été mesurés. On le retrouve dans différents contextes géologiques favorables. Vous avez ce type l'image que l'on voit à droite, de ce type d'indice en surface qui peut vous mettre en évidence ces fuites d'hydrogène et la présence donc d'un système hydrogène en profondeur. C'est ce que l'on appelle des cercles de fées, de façon assez poétique. Et donc cet hydrogène, il est produit principalement de trois façons différentes. Principale, donc la première, c'est l'oxydation des roches. Vous avez un remplacement du fer ferreux par du fer ferrique, et donc en parallèle, vous avez une réaction couplée, vous avez la réduction de l'eau qui produit du dihydrogène. On retrouve également la radiolyse de l'eau, sous l'effet de la radioactivité des différents éléments de la croûte terrestre, qui sont l'uranium, le thorium. Vous avez également cette production, cette molécule d'eau qui va être cassée, qui va produire de l'hydrogène naturel. Et puis je dirais enfin, mais il y en a bien d'autres, c'est cet hydrogène primordial que l'on retrouve piégé dans les entrailles de la Terre. Voilà, pour vous donner un rapide aperçu des différentes contextes géologiques et façons dont sont produits l'hydrogène. Alors cet hydrogène, il a de nombreux avantages parce qu'aujourd'hui, on a, comme je vous le disais, étant donné qu'il est produit naturellement par la Terre, vous avez un besoin en eau qui est négligeable, vous avez un besoin en métaux qui est négligeable, vous avez une quantité d'énergie pour le produire qui est négligeable. Et donc vous avez un ensemble
de facteurs qui font qu'il est très intéressant à envisager dans notre mix énergétique aujourd'hui, hein, sachant que les coûts de production envisagés, vous l'aviez sur la slide précédente, sont estimés à 1,5 $ par kilo, et même moins dans certains cas. Donc on est vraiment sur des coûts très compétitifs, avec d'autres aspects assez positifs comme l'empreinte au sol, hein. Un site de production d'hydrogène naturel, aujourd'hui, c'est un hangar, c'est typiquement là, un hangar fermier. Vous voyez un peu les dimensions de ces hangars-là. Vous pouvez mettre l'ensemble du dispositif à l'intérieur, donc une empreinte au sol très faible. Donc de nombreux avantages, et notre objectif au niveau d'Earth2, il est vraiment de pouvoir faire en sorte que cet hydrogène soit connu le plus largement possible, que l'on puisse avoir ses soutiens politiques, avoir les appels à projets qui puissent contenir, enfin, comment dire, concerner cet hydrogène-là, adapter la réglementation. Alors le code minier français est précurseur en la matière, puisqu'il a ajouté cette année l'hydrogène comme une substance, comme substance exploitable, donc très récemment. C'était une très bonne chose. Voilà, les choses sont en train de bouger. Vous avez, de par le monde, des sites, enfin vous avez des exemples de production qui fonctionnent. C'est vrai que jusqu'à très récemment, c'était encore perçu comme une curiosité géologique quelque part, hein. C'est ces flammes éternelles en Turquie, l'hydrogène dans l'imaginaire, mais aujourd'hui vous avez au Mali, et je ne sais pas si la société Hydroma est là d'ailleurs sur le salon, mais vous avez des puits qui produisent depuis maintenant 10 ans en pression constante. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. On sait que l'on peut retrouver des quantités assez importantes sous terre. C'est un renouvellement permanent, hein. Vous avez une oxydation permanente, une radiolyse permanente des éléments de la croûte terrestre. Donc c'est un hydrogène que l'on peut qualifier de renouvelable, vu qu'il est renouvelé de façon permanente. Voilà, donc j'ai cité cet exemple au Mali. Vous avez également l'Arizona qui vient d'annoncer une découverte très récemment, il y a 2 mois. 45.8 qui est présent sur le salon également, explore l'hydrogène naturel en France et en Europe. Ils viennent de déposer un permis en France dans la Nièvre. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et puis le second aspect que l'on porte avec Earth2, c'est donc le stockage géologique. Aujourd'hui, vous avez 3 principaux types de stockage envisagés. Donc les cavités salines, qui sont une technique éprouvée depuis de nombreuses années maintenant. Vous avez plus de 1900 cavités existantes en cavité saline, donc c'est ce que vous retrouvez à l'image de gauche, hein. Donc plus de 1900 cavités existantes dans le monde, dont 6 qui stockent de l'hydrogène pur. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis les années 1970. Donc on est vraiment sur une technique qui est éprouvée, qui est maîtrisée. Après, pour mettre en place ce type de stockage-là, il nous faut des formations salifères. Sur la slide d'après, je vous présenterai où est-ce qu'elle se situe au niveau européen. On vient lessiver cette formation salifère pour venir former un vide qui peut être assez important, hein, puisqu'on vous pouvez envisager l'arc de triomphe, mettre l'arc de triomphe à l'intérieur d'une de ces cavités. C'est vraiment des volumes considérables. Là, on est sur plusieurs milliers de tonnes de capacité de stockage. On est plutôt sur des stockages saisonniers. C'est des stockages qui sont un peu complémentaires de ce qu'on peut retrouver en surface, hein. Et les besoins sont considérables. Si on prend les annonces qui ont été faites par la Commission européenne là, de 10 mégatonnes en 2030 de production d'hydrogène, si on prend le chiffre de 5% de cette production qui doit être stockée, l'équivalent gaz naturel, on est plutôt au-delà des 10%, donc on est assez conservateur sur l'hydrogène naturel, sur l'hydrogène, pardon, tout simple, tout court. C'est l'équivalent de 125 à 250 cavités qui doivent être créées
cavités salines qui doivent être créées en 2030. C'est considérable, c'est l'équivalent de ce qui existe aujourd'hui en Europe, et pour tout fluide confondu, et depuis de nombreuses années. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable, il faut accélérer, sachant qu'une cavité saline, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut 5 à 7 ans pour les mettre en place. Et puis vous avez en parallèle donc, deux autres techniques qui sont les stockages en aquifère salin et en réservoir déplété. Donc en milieu poreux, qui sont donc les réservoirs déplétés. Ils ont l'avantage d'être connus, hein, puisqu'ils sont exploités depuis des années maintenant par les pétroliers, d'anciens gisements de pétrole et de gaz. Donc comment les reconvertir sur du stockage hydrogène. Et là, on est sur des volumes qui sont beaucoup plus importants. Et donc sur la dernière technique de cavité minée, qui est elle vraiment une cavité qui va être façonnée dans la roche avec une enveloppe liner ou sans liner. Alors plutôt avec liner dans le cas de l'hydrogène pour envisager des pressions plus conséquentes. Voilà. Il a l'avantage, cette solution elle a l'avantage de pouvoir être mise en place là où les deux autres ne peuvent pas l'être compte tenu du contexte géologique. Et vous avez sur ces deux slides, donc sur cette slide, sur l'image de gauche, l'emplacement des différentes formations salifères en Europe. Vous voyez qu'en France, si on se focalise sur la France, vous avez tout le sud du bassin aquitain, la vallée du Rhône et le Grand Est qui sont des régions favorables pour les cavités salines. Et pour tout ce qui est aquifère, vous avez l'ensemble du bassin aquitain, le bassin parisien et la vallée du Rhône. Voilà. On a ce potentiel-là en France et en Europe qu'il va falloir maintenant développer très rapidement. Donc l'initiative Earth2, pour revenir très rapidement sur ce programme du pôle Avenia, l'idée c'est vraiment de pouvoir fédérer tous les acteurs du sous-sol pour porter de façon commune l'ensemble de nos messages, pour être quelque part un peu plus audible dans cet écosystème de l'hydrogène. Et ça passe par différentes actions, la mise en place de groupes de travail pour partager un socle de connaissances communs, partager des actions communes, le montage de projets collaboratifs en commun. Ça passe par une communication renforcée, la participation des événements tels que celui-ci. On a un stand Earth2, je vous invite à y passer d'ailleurs tout à l'heure en C42. Voilà, c'est la rédaction de position paper. Et puis, voilà ce que je peux vous dire sur cette initiative. Sachant qu'aujourd'hui, on regroupe environ 40 membres. Alors, cette slide n'est pas à jour. On a de nouveaux membres qui nous ont rejoints sur Earth2. Mais simplement pour vous donner une idée des acteurs aujourd'hui présents. Alors, principalement français jusqu'à présent, mais pas que. Hein. On retrouve Helios Aragon, notamment en Espagne. On en a d'autres. Mais on souhaite vraiment se positionner au niveau européen et puis être une porte d'entrée quelque part privilégiée dès qu'on a une question sur l'hydrogène du sous-sol pour l'ensemble des acteurs, que l'on sache qui aller contacter. Et pour terminer, donc une slide sur le pôle Avenia pour vous dire qui nous sommes quelque part. On est un pôle de compétitivité pour tout ce qui est industrie du sous-sol. On est basé à Pau. Aujourd'hui, on a un petit peu on a environ 240 membres dans l'association, qui sont principalement des industriels et notamment des PME, également des centres de recherche, des universités, un ensemble d'associations avec lesquelles nous travaillons. Et donc nos missions, elles sont ce que nous portons quelque part au travers d'Earth2 également, mais elles sont donc sur l'ensemble de nos 6 filières hein, que vous avez tout en bas. Donc on retrouve les mines et carrières, l'hydrogéologie, géotechnique, l'énergie, la géothermie, le pétrole et le gaz et le stockage géologique. Donc, voilà, on adresse toutes les thématiques sous-sol aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos acteurs sur cette transition énergétique, les repositionner parce qu'ils ont des compétences historiques hein, sur l'oil and gas, mais les repositionner quand ils le souhaitent sur de la géothermie, sur du stockage, là où les compétences sont similaires.
participer à la structuration et à la promotion de nos filières, donc ce que l'on fait aujourd'hui typiquement sur l'hydrogène, sur le stockage de CO2 également, on en parle beaucoup. Sur les mines, on va avoir un besoin accru de métaux dans les années à venir. Donc il y a des sujets, on essaie de passer les messages qu'il faut de ce côté-là. Et puis sur le montage de projets collaboratifs et innovants. L'innovation, c'est vraiment c'est vraiment le cœur d'Avenia. Essayer de faire en sorte que nos adhérents, nos membres innovent collectivement. Et je crois que j'en ai terminé. Voilà, effectivement. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai un micro que je peux vous faire passer. Et je ne sais pas combien de temps j'ai exactement pour les questions. Bien, merci pour votre présentation. Quelle est la pression moyenne de stockage de l'hydrogène en sous-sol? Alors sur les cavités, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail sur toutes les questions techniques, je suis un petit peu désolé par avance. Sur les cavités minées, on en parlait hier, sur des cavités de ce type-là, on peut monter jusqu'à 250 bars. Je vois que Jean-Paul, je ne sais pas si Jean-Paul Crabeil, qui est présent également dans la salle, saura répondre sur tout ce qui est cavité saline. Il a peut-être des éléments de réponse plus précis à ce niveau-là. Moi, je vais être un petit peu limité pour vous répondre. Est-ce que Jean-Paul, tu veux intervenir sur les cavités salines? Non? Allô, la pression dépend de la profondeur à laquelle se situe la cavité saline. Je pense que les profondeurs qui sont recherchées sont entre 800 mètres et 2000 mètres de profondeur en Europe et en Amérique du Nord. À ce niveau de profondeur, on peut espérer un fonctionnement entre 50 bars et 200 bars de pression des cavités. Voilà, donc je pense que les cavités salines représentent aujourd'hui une bonne partie des avantages qu'on peut rechercher lorsqu'on a besoin de stocker des produits comme les hydrocarbures ou l'hydrogène. Merci Jean-Paul. Une dernière question. Est-ce qu'il y a eu des études conséquentes en ce qui concerne l'analyse préliminaire du risque avec ce type de technologie? Oui, alors comme je vous le disais, ce type de stockage-là, il existe depuis de nombreuses années. On a aujourd'hui 1900 cavités qui existent de stockage dans le monde. Donc c'est une technologie qui est éprouvée. Hein. Il y en a seulement 6 en hydrogène. 6 en hydrogène, qui fonctionnent également depuis des années aussi. Donc on n'a pas relevé de risques particuliers. Après, des études ont été faites effectivement pour évaluer ce risque-là. Comparé à du stockage en surface, il semble même être moindre que celui de stockage en profondeur. Parce que jusqu'à ici, l'exploitation des sous-sols salins, c'était utilisé pour comprimer de l'air à une certaine pression pour la récupérer pendant les heures pleines, hein, oui, pour faire tourner des turbines. Oui. Donc l'air comprimé en sous-sol, ça ne présente pas de risque. Oui, oui. D'autant plus qu'il est refroidi avant qu'il soit stocké. Mais là, on parle d'hydrogène avec des taux d'inflammabilité qui sont énormes et avec des volumes comme ça. Donc moi, il me semble qu'il y a énormément de problèmes de sécurité engendrés par ce type de solution. Pas plus qu'en surface, quelque part. Hein. Quelque part, je dirais même moins, parce que vous n'êtes pas soumis à tous ces risques attentats, à tous ces risques... non, vous n'avez pas de risque particulier de fuite. Vous avez vraiment un réservoir qui est particulièrement bien étanche. Hein. Les formations salifères, c'est quelque chose qui est complètement imperméable
vous n'avez pas de possibilité de fuite vers la surface de l'hydrogène. Alors toutes les études sont menées effectivement. Je ne sais pas si Jean-Paul, tu veux compléter, mais Ok, on ne part pas de rien quand même dans le stockage d'hydrogène en cavité saline. Il y a depuis très longtemps du stockage de pétrole, de produits raffinés et de gaz naturel. L'hydrogène ressemble tout de même, étant un gaz, à l'approche qui a été menée depuis très longtemps pour le stockage de gaz naturel. Après, comme l'a dit Nicolas, le sel souterrain est un matériau particulièrement étanche qui a la propriété de se refermer naturellement sur lui-même et on ne dénombre, au niveau du sel, on ne dénombre pas ou très très peu de problèmes depuis 50 ans ou davantage de temps d'utilisation de ces cavités. Après, la tête de puits, il peut y avoir des fuites, mais on est dans un environnement ouvert et les risques d'explosion sont quand même très 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 mineurs. Inflammabilité peut-être, explosion, c'est quand même difficile à imaginer sur une tête de puits ouverte en surface. On me demande d'arrêter pour les questions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je peux aussi vous renvoyer vers les acteurs appropriés. Merci.